The American Dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. May God bless you and may God bless the United States of America. The greatest jobs president that God ever created. C'est un moment de deuil et de tristesse auquel j'assiste à Washington ce 19 septembre. Nous sommes devant la Cour suprême des États-Unis et une certaine Amérique progressiste pleure son héroïne, la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée la veille. Pour Martha Burns, une habitante du coin qui a assisté aux délibérations de la Haute Cour sur l'élection de 2000 entre George Bush Jr. et Al Gore, c'est un moment aussi triste qu'angoissant. Nous avons 3 piliers de gouvernement aux États-Unis et la justice, incarnée par la Cour suprême, en est un. Il y a tellement de choses qui peuvent basculer, me dit-elle. La lutte contre le changement climatique et même cette élection présidentielle. Si elle est contestée devant les tribunaux, elle pourrait être tranchée par la Cour suprême et ses juges conservateurs. J'ai très peur pour le futur. La Cour suprême est chargée aux États-Unis de contrôler la constitutionnalité des lois, des traités et des actes de l'exécutif. Elle est composée de 9 juges qui tranchent les litiges qui lui parviennent essentiellement des cours fédérales inférieures une fois que tous les appels ont été épuisés. Gardez bien ces cours inférieures à l'esprit car on en reparlera dans cet épisode. La Cour suprême se saisit de très peu de cas, à peine 100 chaque année, mais ces décisions peuvent changer le cours du pays. C'est elle qui a permis la déségrégation des écoles publiques, la reconnaissance du droit à l'avortement ou encore la légalisation du mariage des homosexuels. Pourquoi les conservateurs sont-ils aussi obsédés par la Cour suprême ? Que faut-il attendre de la nomination de la juge Amy Coney Barrett, proposée par Donald Trump pour succéder à Ruth Bader Ginsburg ? Nous sommes partis à la découverte de cette institution peu connue avec Bernard Harcourt, auteur franco-américain, professeur de droit à l'université Columbia à New York. Il est également l'avocat de condamnés à mort dans l'État de l'Alabama. Bonjour Bernard Harcourt. Bonjour Alexis. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Il y a un paradoxe, me semble-t-il, quand on parle de la Cour suprême. D'un côté, on s'attend à ce que ce soit une institution plutôt neutre, plutôt indépendante du pouvoir politique. Et de l'autre, le processus de nomination des juges est très politique. Ils sont choisis par le président des États-Unis. Ils sont confirmés, validés par le Sénat, qui est soit démocrate, soit républicain. Est-ce qu'on peut dire que la Cour suprême n'est pas une institution politique aujourd'hui ? Non, pas du tout. Alors, mais deux choses importantes ici. Alors, premièrement, il faut bien comprendre que aux États-Unis, être juge, ce n'est pas une profession. On ne va pas à l'école pour devenir juge. En Europe, il y a une école de magistrature, c'est un chemin, c'est une profession dans un certain sens. En France, par exemple, et on devient magistrat, on devient juge, et donc on a cette profession d'un certain sens. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, dans certains États, on se fait élire. On se fait élire à la Cour suprême d'Alabama. On se fait élire, comme vous savez. Et au niveau fédéral, on se fait nommer. On se fait nommer par le président des États-Unis. Et les gens qui deviennent juges, très souvent, n'ont pas eu un parcours magistral, dans le sens que n'ont pas été entraînés, n'ont pas fait ça toute leur vie. Souvent, c'est des choix très politiques. Où on met quelqu'un en place qui, en fait, n'a jamais été juge. Bon, bien sûr, il faut avoir un degré en droit, mais à part ça, je veux dire, on peut avoir un degré en droit, faire des choses assez politiques et se retrouver nommé à une cour fédérale ou élu. Le plus choquant, c'est quand on a vraiment des élections de juges, de ce qu'on a très souvent dans la plupart des États, et que les élections deviennent entièrement politisées. Donc, je veux dire, moi, j'ai passé ma vie à faire du litige en Alabama, représentant les condamnés à mort. Donc c'est là où mon terrain, c'est là mon expérience. Mais je veux dire, les juges qui faisaient leurs élections, ils parlaient du nombre de personnes qu'ils avaient condamnées à mort.
Ok, c'était sur ça qu'ils faisaient leur campagne. Deuxièmement, je crois que cette idée même que dans une juridiction où il y a une école de magistrature, etc., on pense que c'est plus professionnalisé, neutre, etc. Mais vous savez, je veux dire, la réalité, c'est que le droit est politique. Voilà, c'est tout. Il y a pas de question. Justement, cet enjeu politique qui est rattaché effectivement à la nomination de juges à la Cour suprême et même de juges aux tribunaux inférieurs, est-ce que ça a donc toujours existé en fait aux États-Unis depuis les origines de la Cour suprême, ou est-ce que c'est devenu de plus en plus important ? Je dirais qu'il y a des périodes où c'est plus évident et des périodes où c'est moins évident. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où c'est plus évident. Voilà. Plus évident parce que c'est une cour qui a été très fracturée en fait par une division assez sévère entre quelques juges conservateurs qui avaient un grand rôle et une grosse présence, comme Antonin Scalia, le juge Scalia, qui était très adversariel, il était très conflictuel, il aimait le combat, et il écrivait des décisions qui étaient vraiment rudes. Il écrivait des choses comme l'argument de la majorité gagne le prix pour l'argument le plus con de l'année, ou des choses comme ça. Je veux dire vraiment dur. Et donc il y avait ça du côté conservateur, et puis du côté progressif, disons, il y avait certains juges dans les dernières décennies qui eux aussi ne se contentaient pas simplement d'être silencieux, quoi. Et donc on entendait le conflit beaucoup plus récemment, et c'est devenu, je dirais qu'avec, bien sûr, dans la dernière décennie, c'est assez rude. On sait qui va juger de quelle manière, on sait comment, la plupart du temps, on sait exactement où situer les juges et où sont ces fractures idéologiques. Est-ce que justement c'est l'idéologie est la bonne manière, finalement la bonne grille de lecture pour comprendre comment pensent ou réfléchissent en fait ces juges à la Cour suprême des États-Unis? Parce que c'est vrai qu'on entend aussi dire qu'ils ont des différences d'interprétation de la Constitution. Il y en a qui ont des visions plus strictes, qui prennent en compte le contexte, par exemple, dans lequel la Constitution a été écrite, d'autres qui sont au contraire un peu plus flexibles dans leur manière de lire la Constitution. Oui, mais ça s'aligne parfaitement avec l'idéologie, c'est ça. En d'autres mots, on parle souvent de Scalia en était un, mais aussi maintenant Alito, Thomas, etc. Ils sont des originalistes, on dit originalists, ou bien on parle de textualists, des gens qui se fient au texte ou qui se fient à l'histoire, vraiment. Et toujours, ça c'est toujours une manière beaucoup plus conservatrice de décider. Et ça s'aligne parfaitement avec. Donc, les originalistes, ils veulent remonter à 1791 pour interpréter la Constitution, quand la Constitution a été adoptée. Scalia, il faisait ça avec the Eighth Amendment, le huitième amendement, qui a affaire avec les peines et les supplices, et qui voulait vraiment, en fait, mettre en place un monde qui existait en 1791. Donc on avait la peine capitale en 1791, et puis voilà, on s'arrête là, et puis on ne pose pas plus de questions. Et ça, c'est très conservateur, donc ça s'aligne très bien avec l'idéologie. De l'autre côté, c'est toujours souvent une vision, et disons, c'est d'être plus au jour, de mettre la Constitution au jour, d'avoir ce qu'on appellerait peut-être, et Balkin appelle ça, a living constitution, une constitution qui vit, qui évolue, qui reflète le changement des mœurs, qui reflète la moralité contemporaine, etc. Et ça, c'est toujours progressif. Donc, sur la peine de mort, donc, c'est mon métier, les progressifs, ils disent, il y a des nouvelles, il y a une évolution de la moralité en ce qui concerne la peine. Et ce qu'on a vu, c'est une certaine évolution contre la peine de mort, par exemple, contre la peine de mort pour les enfants, et c'est comme ça qu'ils ont éliminé ça, pour les juvéniles, contre la peine de mort pour les gens qui ont des intellectual disabilities, donc des handicaps. Alors là, ils élimineront ça, donc ils feront des exceptions, mais c'est toujours sur la logique de, écoutez, on évolue comme une société.
Avant d'aller plus loin, on va remonter à la fin septembre. J'assiste à un rassemblement de supporters de Donald Trump dans un petit village au cœur de la Floride où l'on entend un morceau de rap qui fait l'apologie du président américain. Nous sommes à quelques heures de l'officialisation de la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett par Donald Trump pour succéder à Ruth Bader Ginsburg. C'est la 3e nomination d'un juge à la Cour suprême pour le président républicain après Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. Ce choix donnerait à la Cour une majorité conservatrice sans précédent depuis les années 50. J'ai demandé à Debbie Riefner, employée dans une entreprise du bâtiment, pourquoi il était important pour elle d'avoir une voix conservatrice de plus à la Cour. L'Amérique a été fondée sur des fondamentaux et des croyances chrétiennes, et les libéraux sont en train de jeter ces principes et notre Constitution à la poubelle. Ils se débarrassent de tout ce que l'Amérique représente. Nous avons besoin de plus de conservateurs. La gauche est en train de nous rendre insensibles à la violence. Elle accorde très peu de valeur à la vie humaine. Elle défend l'avortement à des stades très avancés de la grossesse. Le fait que des parents l'acceptent me paraît fou. And you can go with that and agree with that, it's crazy to me. Bernard Harcourt, pourquoi est-ce que la droite chrétienne est devenue aussi obsédée finalement par l'idée de mettre des juges conservateurs à la Cour suprême ? Il y a 2 moyens de faire les choses aux États-Unis. Ou bien un vote populaire au niveau assez local, de mettre beaucoup d'efforts là-dedans, ce qu'ils ont aussi fait, ou bien d'essayer d'avoir la Cour suprême pour déterminer vraiment la loi des 50 États. C'est comme si on a seulement un switch pour la lumière et tout le pays va être harmonisé sur ce principe. C'est un interrupteur, en quelque sorte. Un interrupteur, oui. Au lieu d'en avoir 50, on en a un. Hein. Et donc, si les conservateurs prennent la cour, ils l'ont déjà, mais je veux dire, s'ils la prennent avec Amy Barrett encore plus, je dirais qu'ils auront l'interrupteur pour tout le pays. Donc, ça veut dire que s'ils peuvent changer la loi sur l'avortement, Roe versus Wade, la fameuse décision de 1972, ils pourraient renverser ça, et puis ils pourraient mettre en place beaucoup de leurs désirs conservateurs. Donc c'est une stratégie absolument brillante qu'ils sont très efficacement mis en place depuis deux décennies, vraiment à travers une organisation qui s'appelle the Federalist Society aux États-Unis, qui est une organisation d'avocats et de juges conservateurs et qui ont lentement mais sûrement réussi à créer tout un réseau et à travers ce réseau à mettre sur les cours à travers le pays, les cours fédéraux plus bas, les cours étatiques, etc., des gens qui pensent d'une manière très conservatrice. Oui, vous le disiez d'ailleurs, il y a effectivement pas que la Cour suprême, il y a en effet toutes ces autres cours fédérales inférieures qui sont des cours locales, des cours d'appel et qui tranchent des litiges de constitutionnalité en premier ressort avant donc qu'ils n'atteignent peut-être la Cour suprême des États-Unis. On disait d'ailleurs que dans un premier épisode de C'est ça l'Amérique que Donald Trump avait été très efficace dans ces cours inférieures où il a nommé plus de 200 juges sur les près de 700 qui composent ces cours inférieures. C'est presque un record. Vous diriez, vous Bernard Harcourt, que la droite américaine a été beaucoup plus efficace que les démocrates, que la gauche, sur ces questions-là ? Ah, certainement. La gauche, elle fait de la rattrape tout le temps sur ces questions. Alors, les Federalist Society, ça existe depuis quelques décennies, un réseau vraiment fort. Alors finalement, la gauche a mis quelque chose ensemble qui s'appelle the American Constitution Society, ACS. Ça n'a pas la même vigueur presque militaire de Federalist, je veux dire. D'autre part, ce qu'on voit, c'est que la droite aux États-Unis est prête à jouer tous les outils, toutes les armes qu'ils ont sur cette question, et ils réussissent. Et la gauche, souvent, joue un jeu plus respectueux et se trouve coincée. Voilà. Pourquoi est-ce aussi important finalement pour Donald Trump de nommer tous ces juges dans ces cours inférieures et ne pas uniquement se concentrer sur la Cour suprême ? Précisément parce que la Cour suprême ne prend seulement 80 cas par an. Voilà. Donc, et il y en a des milliers de cas, des milliers de décisions. Donc, c'est vraiment rare qu'ils prennent des cas. C'est pour déterminer le droit
fédéral américain qui s'applique à travers le pays. C'est toutes ces cours inférieures fédérales qui déterminent ça. Est-ce qu'on voit déjà des conséquences de ces nominations dans ces cours fédérales inférieures, justement ? Complètement, oui, ça change complètement les données. Donc, dans mon domaine de ce qu'on appelle habeas corpus, donc, je crois que c'est le même mot, hein, habeas corpus, le traitement des cas a complètement changé dans les dernières années. Dernièrement, j'avais un condamné qui était, il y avait une date pour se faire exécuter par injection létale. Il était très malade. Il avait un cancer, donc il avait de très mauvaises veines, en fait. Et bon, pendant 7 mois, je leur ai dit aux cours fédéraux qu'ils n'allaient jamais pouvoir l'exécuter parce qu'ils n'allaient jamais pouvoir trouver une veine pour insérer les catheters et tout ça. Je veux dire, bon, j'ai reçu un stay. Stay, c'est quand la cour s'implique et dit non, arrêtez le procès. J'ai reçu ça. Rapidement, ça a été renversé par la cour d'appel à Atlanta, la cour fédérale. C'est impossible. C'est impossible de travailler dans ce contexte. On perd à tous les tournants. On voit par exemple les démocrates aujourd'hui parler de, comme ils disent, pack the courts, augmenter le nombre de juges de la Cour suprême de manière à en nommer plus et réduire finalement l'impact de cette majorité conservatrice. Est-ce que vous y croyez, ça, ce genre de solution ? Non, je n'y crois pas, pour vous dire la vérité. Je comprends très bien l'argument, je comprends très bien l'idée, la stratégie. C'est quelque chose dont on a parlé déjà avant, dans des situations un peu parallèles. Bien sûr, tout ça, ça revient à 1937 à peu près, enfin pendant le président Franklin Delano Roosevelt qui lui-même avait dit c'est ce que je vais faire. Et c'est quand il a dit ça que en fait la Cour qui était assez conservatrice a changé de politique pour éviter ça. Et on a toujours, enfin des deux côtés, il y a toujours eu ce discours que si les choses vont mal, on va en fait pack the court. Mais ce serait un changement radical. Et je ne crois pas que les démocrates ne sont pas des radicaux. Voilà. En d'autres mots, si Biden gagne et s'il y a une transition présidentielle aux États-Unis, ce qui va se passer, ce sera plutôt typiquement, et c'était comme ça avec Obama, plutôt un relâchement, un retour au normal. Les 4 dernières années, toutes les normes, toutes les règles, tout ce qu'on pensait garanti dans les États-Unis ont été bouleversés. Et franchement, je ne crois pas que le Parti démocrate ou même la population démocrate américaine aurait le goût pour de tels changements radicaux. Un grand merci à Bernard Harcourt de nous avoir emmenés dans les coulisses de la Cour suprême et de la justice fédérale américaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et lui attribuer une bonne note sur les plateformes de diffusion. L'élection approche, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est ça l'Amérique. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Bless the United States of America. The greatest jobs president that God ever created.